C'est parti, je me dirige vers les bureaux et locaux de production des bars Gourmise. C'est juste à côté de Toulouse. Là, je suis à peu près en heure de pointe, donc je vais en avoir peut-être pour 20 minutes, mais sinon en 15 minutes, je peux y être. C'est juste à côté, à Montrabé. C'est parti. Arrivé. Je me trouve en présence d'Olivier Nouvel, donc le nouveau gérant. Bonjour. Rebonjour, merci de ton accueil. On peut se tutoyer? Bien sûr. Donc, nouveau gérant, propriétaire de Gourmise. Oui, depuis 1 an et demi. 1 an et demi, donc c'est tout récent. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, un peu ton parcours, comment tu en es venu à venir chez Gourmise? Oui, très bien. Ben, moi j'ai toujours été intéressé par l'agroalimentaire. J'ai fait des études d'agroalimentaire. Je suis ingénieur agri et agroalimentaire parce que j'étais attiré par les sciences de la vie et puis la culture de mes parents, notamment de ma mère en matière culinaire et régime au sens large m'a influencé. Il faut savoir que j'ai été initié très tôt au régime macrobiotique, à l'alimentation végétale, à l'autre façon de s'alimenter avec des produits complets. Et même si j'en rigolais au début, j'ai pris petit à petit conscience que c'était vraiment nécessaire de faire attention à son alimentation. Et comme l'ère moderne au sens large vous amène plutôt à manger junk food, vite et moche, et ouais, bon, finalement j'ai pris conscience qu'on peut et on doit manger sainement, mais également en se faisant plaisir. Mon parcours est essentiellement agroalimentaire, dans des entreprises laitières pour commencer, et ensuite, pendant 20 ans, dans une entreprise près de Toulouse, dans le domaine du diététique et du bio. Et cela a renforcé ma conviction que l'alimentation est la première médecine, comme disait Hippocrate. Et après 20 ans de bons et loyaux services dans une entreprise en tant que salarié, l'idée d'entrepreneuriat ou d'association m'a pris. Et j'ai rencontré les précédents gérants de la société Gourmise, Madame Claudie Beauté, qui ont décidé de partir à la retraite et de céder leur entreprise. Voilà comment l'histoire a commencé. Gourmise est une belle entreprise avec, que je qualifierais, avec tout le respect que je lui dois, comme une belle endormie. C'est-à-dire le fond est bon, avec des très bonnes recettes, des très bons produits, une belle idée, des bars qui sont biologiques, vegan, sans gluten, et qui ont la particularité d'être raw food, ou cru. Et ce qui m'a particulièrement séduit, c'est qu'il y a peu d'acteurs en France dans le domaine du raw food. On va pouvoir revenir un peu sur la genèse de ce mouvement. Il y a peu d'acteurs, donc je disais, il y a des opportunités à prendre. Et l'aspect commercial et marketing ne demandait qu'à être développé ou redéveloppé. Voilà pourquoi j'ai donc repris l'entreprise en juin 2018. Tu m'expliquais aussi que tu étais dans une entreprise qui était très grande et finalement tu connaissais pas les acteurs locaux. Et le fait de t'intéresser à Gourmise, tu t'es plus intéressé à ce qui était local. Et oui, dans une grande entreprise, on voit l'entreprise par le petit bout de la lorgnette de sa propre fonction. J'étais dans des fonctions commerciales, marketing, mais qui me dirigeaient plus vers soit l'étranger, soit vers Paris, les grands clients. Et finalement, tout le tissu des TPE, PME, bio, françaises et notamment régionales, m'était complètement inconnu. Donc quand j'ai quitté cette entreprise, bon, je me suis intéressé et cultivé un réseau fort au travers du syndicat de la profession biologique régionale, au travers du salon, notamment le salon d'Atexpo, qui est le salon référent de la bio en France. Et j'ai rencontré plein d'acteurs, notamment Claudie Beauté,
propriétaire de la société Gourmise. Et puis nous nous sommes recontactés 1 an et demi après, à son initiative, en disant bon, voilà, je souhaite passer la main. Le temps est venu de prendre une vraie retraite pour moi, après avoir exercé 8 ans de passion. Il faut savoir qu'elle m'a vendu l'entreprise, elle avait 73 ans. Donc elle l'a créée à 65 ans, ce qui démontre réellement que Claudie Beauté et son mari étaient des passionnés de l'alimentation biologique, cuisiniers à la base, découvreurs de produits, et qui ont découvert la raw food en Californie. Alors, ça me permet de revenir un peu à la genèse. C'est un mouvement qui est né à l'initiative d'Anne Wigmore dans les années 70. C'était une naturopathe, nutritionniste, convaincue que l'alimentation crue, peu transformée, qui s'est appelée raw food, pouvait guérir ou prévenir certaines pathologies. Donc il n'y a aucune étude scientifique pour l'instant dans le domaine du raw food qui démontre que, mais bon, la Californie est quand même un laboratoire de création de nouvelles tendances. Ce mouvement a pris, et puis ensuite a essaimé dans toute l'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord, donc essentiellement des cultures anglo-saxonnes, et avant de diffuser en Europe. Donc Claudie Beauté et son mari ont découvert la raw food en Californie quand ils étaient cuisiniers. Ils sont restés, je crois, 2-3 ans là-bas. Ils étaient déjà bio-végétariens à la base, et quand ils ont découvert ça, ils ont dit c'est extraordinaire. Et en revenant en France, dans les années 2010, mais il n'existe rien en France dans le domaine du raw food. Donc ils ont été quasiment dans les tout premiers à créer une entreprise dédiée au raw food. Ils sont revenus à Toulouse, parce que la ville leur plaisait, ils n'ayant pas vraiment d'attache familiale, mais la ville leur plaisait. Ils ont commencé, comme beaucoup d'entreprises, dans leur cuisine, à faire des bars à la main, des recettes qu'ils ont imaginées, qu'ils conditionnaient à la main dans un petit étui, qu'ils vendaient d'abord dans un biocoop, puis 2 biocopes, puis 3, et ensuite ils ont gagné des prix d'innovation, notamment à l'Agropole d'Agen. Claudie Beauté est allée présenter son dossier au Sénat, devant un parterre de chefs d'entreprise. Donc la notoriété est tombée sur l'entreprise, en même temps que des subventions, des aides, ce qui a permis à l'entreprise de décoller. Voilà. D'accord. Et donc, pour revenir sur la façon dont tu es arrivé vers cette entreprise, du coup, tu étais dans une réflexion déjà pour quitter ton entreprise, ta grande entreprise. Tu réfléchissais, tu essayais de voir un petit peu ce qui existait déjà, ce dans quoi tu pouvais t'investir. C'est pas venu comme ça tout de suite, tu as fait des rencontres et puis finalement ça s'est fait avec Gourmise. Alors, ça a été assez direct, tu savais que ça allait être Gourmise tout de suite? Non. Quitter une vie de salarié est un choix, un renoncement, parce que c'est confortable, on touche son salaire, ses vacances, sa voiture de fonction, son confort. Et à un moment, je me dis, bon, il vaut mieux divorcer de son entreprise que de partir en burn-out et autres, parce qu'on se retrouve peut-être un peu moins avec les valeurs de son entreprise. En ayant vécu 20 ans, on voit toutes les transformations qui s'opèrent. Et les transformations sont nécessaires, il ne faut jamais s'apesantir sur le passé, mais quand on se retrouve un peu moins, il faut prendre son destin en main. Moi, je suis persuadé qu'on est maître de son destin, il n'y a aucune fatalité, c'est qu'on est le driver, on est le conducteur de sa vie. Donc, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est d'avoir soit quelque chose à moi, soit de m'associer à quelqu'un. Je ne vais pas m'apesantir sur l'espace entre le départ et l'arrivée chez Gourmise, mais j'ai rencontré des gens, j'ai tenté des expériences d'associations qui n'ont pas marché, et j'ai commencé à tisser ce réseau auprès des entreprises bio, parce que je voulais rester vraiment dans l'agroalimentaire, et dans l'agroalimentaire de santé au sens large, donc diététique, biologique et autres. Et je me suis mis en recherche de partenaires ou d'entreprises à racheter. Donc ça ne se trouve pas dans le bottin téléphonique, ça ne se trouve pas dans les petites annonces ni à la chambre de commerce et d'industrie. C'est du réseau, il faut rencontrer des banques, des investisseurs. Et dans le cas de Gourmise, c'était personne d'autre que monsieur et madame Beauté, que j'avais rencontré à divers moments, dans des réunions syndicales ou des salons, et en laissant ma carte de visite, en disant bonjour, j'existe, ils ont pensé à moi spontanément. D'accord. Voilà l'idée. Et le courant est passé, c'est-à-dire évidemment il y a l'analyse froide des chiffres et autres, mais en même temps il y a la passion des entrepreneurs cédants, il y a la qualité des produits, est-ce qu'on sent qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a de la demande, est-ce que c'est quelque chose d'avenir.
J'ai sondé plusieurs entreprises, j'ai audité plusieurs entreprises. Et puis finalement, mon choix s'est porté sur Gourmise. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont œuvres, qu'est-ce que tu as amené comme nouvelle chose dans cette entreprise? Alors, comme changement, qu'est-ce que tu avais comme nouveauté? Oui, déjà à la base, moi, je ne suis pas la même génération que Claudie Mottet. Donc, moi, j'étais dans toute ma vie professionnelle, été baigné par le monde du marketing et du commerce. Alors, le marketing, il ne faut pas le prendre au sens mauvais du terme, en disant c'est de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Marketing, c'est l'art de sublimer un produit pour faire en sorte qu'il soit vendu et consommé. Alors, le marketing est partout, qu'on en soit satisfait ou pas. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que l'entreprise, je l'appelais Belle Endormie parce qu'elle avait finalement peu de clients. Les produits, enfin les emballages n'avaient pas évolué en 8 ans. C'était toujours la même charte graphique et il y avait une certaine lassitude, peu d'innovation. La gamme est quand même passée de 6 références à 12, donc innovation, mais dans le monde alimentaire, il faut innover tous les ans ou tous les 2 ans. Si ce n'est pas le cas, une entreprise meurt parce qu'il y a une lassitude des consommateurs, des recettes, des clients. Et quand les ventes commencent à être moins bonnes, parce que l'emballage, le consommateur ne s'y retrouve plus, il n'y a pas d'innovation, ben quand les ventes sont moins bonnes, le client, le magasin arrête de commander et vous rentrez dans un cercle vicieux qui fait que tout s'effondre. Donc moi, ce que j'ai retravaillé, c'est essentiellement l'emballage, la marque. La marque a été un peu raccourcie, simplifiée, pour que ça sonne Gourmise vraiment aux oreilles. Ce qui m'a marqué, l'entreprise s'appelle Gourmise IES, et mon banquier m'appelait Gourmiès. Alors j'ai dit, si mon banquier qui m'appelle Gourmiès, c'est que c'est pas connu de tout le monde. Donc, j'ai simplifié. Un matin, en me réveillant, bah tiens, pourquoi pas faire IZ? Puis là, on est quand même à la mode des marques simples, phonétiques. D'accord. Donc, Gourmise IZ a vu le jour, l'emballage a été revu, et ce qui m'a séduit dans Gourmise, c'est la simplicité des recettes. Comme je te disais, 3 à 5 ingrédients maximum. Je dis, mais pourquoi ne pas les mettre en avant? La recette principale, c'est la pâte de date. Enfin, l'ingrédient principal est la pâte de date, qui fait à peu près la moitié de la recette. Et ensuite, les ingrédients 2, 3, 4, éventuellement 5 font la typicité. Donc, on a ici un panel de quelques-unes. On a des recettes fabuleuses qui étaient mal exprimées par le packaging précédent, mais on a ici un de nos best-sellers, c'est la référence avec framboise, noix d'Amazonie et poudre de baobab. Ça, c'est une qui marche bien. Oui, ça c'est une référence qui marche bien, qui faisait partie des dernières innovations de l'entreprise, mais qui vient influencer, qui tombe bien, et par la framboise qui amène de la fraîcheur. D'accord. Moi, ces bars, déjà, je connais depuis un moment. Moi, je suis de la région toulousaine, donc j'avais déjà connu, j'achetais déjà les bars à l'époque de Claudie. Et c'est vrai que c'est ce que j'aimais bien dans ces bars-là, c'était la simplicité en fait. Peu d'ingrédients, des saveurs, c'était très bon, en fonction des goûts de chacun avait ses goûts préférés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve de plus en plus de marques de produits crus, mais je trouve qu'on a du mal à trouver cette simplicité. Et moi, ça me plaît beaucoup. Complètement. Et au-delà de ce qu'on appelle raw food, on est dans une tendance qu'on appelle clean label. C'est encore un anglicisme qui n'est pas pratiqué par, les consommateurs ne connaissent pas, mais dans le monde professionnel, clean label, c'est l'attente des consommateurs pour de la transparence dans les recettes. Pourquoi mettre des additifs, des ingrédients qui ne servent à rien? Je prends l'exemple du jambon. Le jambon, pourquoi mettre du sel nitrité? Pourquoi mettre des trités? Pourquoi mettre des additifs, certes, qui vont rallonger la durée de vie ou qui vont colorer le produit, mais qui n'apportent rien, donc c'est vraiment remis en cause. Et dans la raw food, et spécialement chez Gourmise, c'est vraiment cette simplicité. Alors, quand les gens goûtent, c'est délicatement sucré. Il n'y a pas de sucre ajouté, bien sûr, mais la pâte de date, c'est de la déglenour, n'écrase pas le reste. Et à cette subtilité de saveur, on sent peu la pâte de date, elle n'écrase pas le reste. C'est pas trop sucré. Quand ça se fait que c'est pas trop sucré, il n'y a pas de sucre ajouté. Et les glucides, lipides et protéines sont amenés par les ingrédients. Ce ne sont pas des produits pour mincir, ce ne sont pas des produits. Tout le monde me dit quelle est la valeur calorique. Ah ben oui, une barre c'est 150 à 180 kilocalories. Ah ben c'est beaucoup, ben oui, évidemment. C'est les glucides des fruits, et notamment la pâte de date, qui amène beaucoup de glucides. Les lipides, ce sont ceux des fruits secs, donc amandes, noisettes, noix d'Amazonie. Les protéines, ce sont ceux des fruits secs,
et du cacao par exemple. J'en profite pour introduire mon livre, Maigrir facilement sans sport et sans compter les calories grâce à l'alimentation hypotoxique. Parce que, comme tu le dis, il y a des gens qui se basent beaucoup sur les calories et qui croient que des produits naturels, des fruits ou des produits naturels sucrés ou gras font grossir. Mais en fait, ce que j'explique dans mon bouquin, c'est pas le sucre ou le gras qui fait grossir, c'est le fait que le produit est transformé et qu'il y ait des molécules qui soient ce qu'on appelle communément toxiques, des toxines. Donc voilà, vous pouvez aller voir mon livre sur mon site solangeprudivore.fr, mes vidéos sur ma chaîne Solange Prudivore. J'explique un petit peu tout ça justement, qu'on peut perdre du poids sans compter les calories en mangeant des produits naturels qui peuvent paraître sucrés ou gras selon quand on regarde les calories ou la contenance des produits, mais c'est pas ça qui fait grossir. Voilà. Oui, et puis aujourd'hui, l'homme moderne, homme de Néandertal, a 1000 ans, donc ça veut dire qu'on a vécu, survécu, il y a eu des catastrophes naturelles et autres, mais il a vécu avec des produits au départ crus, peu transformés, et finalement, c'est la transformation alimentaire qui a amené du confort. Avoir du sel, du sucre dans son alimentation, c'est super. Mais la transformation et toutes les dérives consuméristes ont fait que maintenant, on a abondance de nourriture, de temps en temps mal formulée. Donc voilà, là on revient à des produits simples, de plaisir. Donc à ceux qui disent 150-170 calories, ben oui, si vous voulez un produit qui soit hypocalorique, il en existe, des barres de snacking, riches en protéines, pauvres en lipides, mais ce n'est pas notre domaine. Nous, c'est le snack gourmand, le snack sain, parce qu'on y trouve une simplicité des ingrédients. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, au niveau de ta propre expérience alimentaire, est-ce que tu as eu des régimes alimentaires différents? Est-ce que tu as expérimenté des choses? Est-ce que tu as senti au niveau de ta santé des choses qui changeaient en fonction de ce que tu mangeais? Alors, moi je me définis comme flexitarien. Ça veut dire que d'un régime alimentaire tout à fait commun, normal, par la culture de mes parents, manger des galettes végétales, il y a maintenant de nombreuses années, c'était quand même assez innovant, des galettes végétales faites à la maison, cuites dans la poêle, dans l'huile, avec un mélange de plusieurs farines, achetées dans des boutiques de régime à l'époque. Bon, c'était bon. Et puis ça faisait une alternative. Le déclic s'est fait réellement quand j'ai intégré ma dernière entreprise, où elle fabriquait des steaks de soja, des steaks de céréales, donc la mode industrielle. Et finalement, on avait des bons produits et une source de protéines variée. Et puis, ces produits-là étaient délicieusement ringards ou destinés aux véganes végétariens il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est manger différemment, manger plus de protéines végétales revient, c'est hype, c'est super à la mode. Super à la mode, à tel point qu'il y a une déconsommation de la viande récurrente depuis 20 ans, mais une montée de l'alimentation végétale et végétarienne, différente selon les continents. Les anglo-saxons, encore une fois, sont bien plus en avance que les latins, mais ça monte. Donc en ce qui me concerne, moi je me suis dit, et puis prise de conscience également que manger de la viande, c'est super bon, moi j'aime bien, mais c'est anti-écologique. C'est-à-dire aujourd'hui, la consommation d'eau, d'intrants, de nourriture pour les animaux pour manger un steak, c'est énorme par rapport à ce que la terre peut offrir. Donc, une partie de manger moins de viande, pour des raisons de santé, en disant manger trop de viande, c'est pas bon, gras et autres. Deuxièmement, c'est pas bon pour la planète. Et remanger des protéines végétales, c'est mon truc. Donc, je mange aujourd'hui beaucoup de pois chiches, lentilles et autres. Des produits biologiques de temps en temps également. Et puis j'avoue de temps en temps manger des produits sans gluten, ça me reconstitue un petit peu le fonctionnement de l'intestin, parce que sans être intolérant au gluten, je suis convaincu que manger du pain, des pâtes, de temps en temps on se sent un petit peu lourd, un peu ballonné. Et quand je passe au sans gluten, miraculeusement c'est bon. Alors, j'en fais pas une consultation régulière, mais ça veut. Je suis très attiré également. Et c'est vraiment une attirance personnelle en termes d'alimentation, rien à voir avec le business, par tout ce qui est fait de la fermentation. La lactofermentation et autres, qui est une tendance nouvelle, je pense, qui renaît. On connaît la choucroute, on connaît la bière, on connaît plein de choses qui sont fermentées. On connaît ceci comme un mode de conservation des aliments alors que le réfrigérateur n'existait pas.
mais ça revient à la mode parce qu'on y attribue maintenant des vertus de santé avec des bons ferments qui vont réguler le système digestif. Et d'ailleurs, des livres tels que Mon intestin, le deuxième cerveau, on est habité de milliards de bactéries dans nos intestins, et qui régulent vraiment le fonctionnement de l'organisme juste après le cerveau. C'est vrai qu'on en vient de plus en plus à ça, hein, même les scientifiques s'y intéressent, effectivement. Voilà, c'est important de voir quel aliment, qu'est-ce qu'on mange, mais aussi au niveau des bactéries, on en prend de plus en plus conscience de l'importance que ça a sur l'impact que ça a sur notre corps, effectivement. Il y avait une émission de télé de grande écoute il y a un an, avec Michel Simès et Adrien Carambeu, qui ont parlé du microbiote. Donc voilà, un terme scientifique, mais qui popularise le fait que c'est ce que l'on mange, auquel on commence à le digérer avec l'estomac, mais ensuite l'intestin joue un énorme rôle dans le fonctionnement, la régulation, l'équilibre du corps. Et les scientifiques, comme tu disais, s'y intéressent, mais les industriels aussi, il faut en faire un business après. Mais je trouve vraiment intéressant, et sur les salons, je rencontre des entreprises avec des jeunes start-upers souvent, parce que exemple, le kombucha est très à la mode. Ouais. Oh, il y a des trucs fabuleux dans le kombucha. Des trucs très mauvais, mais des trucs très bons. Voilà, et c'est pas mon cas, on peut faire le kombucha soi-même. Enfin, c'est vraiment rigolo parce qu'on devient un peu chimiste avec la mer, avec la souche de ferment. Voilà, et je fais un appel si jamais des fermenteurs veulent créer une entreprise ou se lancent là-dedans, moi ça m'intéresserait d'échanger avec eux. D'accord, l'appel est lancé. Dis-nous comment tu vois la suite pour Gourmise. Ah mais alors, Gourmise aujourd'hui a une gamme de 11 parfums, 11 bars. Il faut innover. Tu penses, tu disais 12? Alors 12 au départ, et il y en a une qui s'est arrêtée pour raison de mévente. Il faut renouveler la gamme, et depuis le début, mais c'est quand même long parce que nous sommes une toute petite entreprise, je travaille d'abord avec un élève ingénieur stagiaire qui nous aide en R&D qualité, également avec un ingénieur freelance qui vient m'aider une à deux fois par mois au développement de nouvelles variétés. Et j'ai présenté à Natexpo, au mois d'octobre, des nouvelles références que j'espère être référencé pour les lancer officiellement à base de légumes et de fruits. D'accord. Donc l'idée c'était de sortir du purement sucré avec de la pâte de date et c'était de pouvoir offrir quelque chose de différent qui pourrait s'inscrire dans le snack du midi. C'est-à-dire on n'a pas le temps de manger, on est au sport, alors plutôt que manger un sandwich, un fast-food et on n'a pas le temps, on a une barre qui peut vraiment... Sucré ou salé? Alors, elle est sucrée-salée, enfin, oui, elle n'est pas salée, naturellement, mais elle utilise des légumes. Oui. Elle associe des légumes et des fruits. Et l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une simplicité des ingrédients et de reconnaître chacun des ingrédients. Donc, par exemple, j'en ai une qui est en cours de développement, qui s'appelle betterave et framboise. D'accord. Donc, on reconnaît le goût de la betterave, qui est un peu sucré, mais... voilà, ce goût assez particulier qui est adouci ou acidifié par la framboise. J'en ai une autre avec tomate, olive noire, et une dernière, carotte, gingembre. D'accord. Et donc l'idée, ça sera d'innover de différentes manières, soit par les goûts, soit par autre chose, oui, tous les ans, tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Oui, si on peut maintenir le rythme d'un lancement annuel, parce que toute la gamme n'est pas présente dans tous les magasins. Donc ça veut dire que celles qui marchent moins seront arrêtées, et il faut apporter toujours la nouveauté pour gagner les clients. Et ces nouvelles saveurs, légumes et fruits, apportent quelque chose qui est peu présent aujourd'hui au magasin. Il y a peu d'acteurs dans ce domaine-là. Alors il ne faut pas aller vers le snack trop épicé ou genre gâteau apéritif. On serait plutôt dans la barre qui vient remplacer le repas de midi, saine, parce qu'on y met des légumes et des fruits, toute simple, voilà, et qui n'emporte pas la bouche par des goûts trop prononcés. D'accord. Et donc du coup, vous allez vraiment rester dans le thème de la barre, parce que c'est de la barre... Alors, c'est de la barre. Ensuite, dans ce qu'on a pu voir, ce fameux cylindre qui forme les barres est très onéreux. Donc, si on veut changer de forme, il faut changer de cylindre.
Mais on peut imaginer des développements dans le domaine de la bouchée. C'est-à-dire, au lieu de faire une barre complète qui pèse 35 à 40 grammes, on peut imaginer une bouchée qui fasse 15 grammes, qui pourrait, exemple, accompagner le café. Aujourd'hui, quand on prend un café avec une petite amande, un petit carré de chocolat, là, on pourrait faire une petite barre de fruits qui pourrait être talonnée de chocolat ou enrobée de chocolat. Ça serait le genre d'idée. Les sportifs me demandent également des choses portionnables, parce qu'ils mangent rarement la barre complète, ils la mangent donc la portionnée ou la pré-portionnée. Rien à voir avec l'innovation de produits, mais l'innovation d'emballage est importante. Aujourd'hui, on a un film plastique tricouche, donc qui n'a rien écologique, mais qui est aujourd'hui nécessaire parce que la durée de vie des barres est de 1 an. Il faut vraiment que le film soit étanche à l'humidité et à l'air. La particularité de la raw food, c'est qu'on est sur des produits vivants, c'est-à-dire des produits qui sont encore humides. Alors pour éviter qu'il y ait des développements de levure moisissure, il faut atteindre un certain niveau d'AW. AW, c'est l'activité de l'eau, donc toute l'eau libre, c'est-à-dire l'eau qui n'est pas intrinsèquement dans les molécules, peut être évacuée par la cuisson ou la déshydratation, qui est le phénomène. Donc il faut atteindre un certain niveau d'humidité, on appelle AW. En dessous d'un certain niveau, on n'a plus de développement de levure moisissure. Mais néanmoins, c'est un produit qui est encore humide. Et je dis vivant parce que tous les ingrédients sont raw également. Donc tous les ingrédients sont naturellement ensemencés d'une pollution extérieure, microbienne, qui persiste dans le produit fini, mais qui est inoffensive à partir du moment où elle est limitée et elle est contrôlée, notamment par la W. Si vous ne contrôlez pas, je vous ai dit, on voit des levures moisissures, bon, c'est pas beau, c'est pas bon, ça peut donner mauvais goût, mais si on le contrôle, on a toujours des bons produits. Donc aujourd'hui, ce film plastique, pas du tout éco-conçu, ni recyclable, ni compostable, ni rien du tout. Les industriels de l'emballage font d'énormes progrès. On n'a pas encore le film qui permettra de garantir une durée de vie d'au moins 10 mois. On est plutôt sur des durées de vie plus courtes aujourd'hui, sur des produits qui sont cuits, qui ont très peu d'humidité résiduelle, mais dans quelques mois ou quelques années, on trouvera ce genre de films qui sont soit issus de matières végétales, soit qui sont recyclables, soit compostables, biodégradables, enfin voilà. C'est un peu trop tôt pour nous aujourd'hui. D'accord, très bien. On peut faire une petite séquence de près avec les barres. Tu nous présentes un peu les barres rapidement? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà donc les 11 barres actuellement proposées par Bourmise. Oui, effectivement, donc 11 parfums qui se sont créés au fil du temps, au fil des 8 ans d'existence de l'entreprise. Il y en a d'abord eu 4 ou 6, et puis progressivement jusqu'à 11 références. On pourrait classer les barres en 3 familles. La note fruit, avec la barre aiguille à la framboise, de l'orange ou de citron, qui amène une note acidulée, une note de fraîcheur qui contrebalance la note hyper sucrée. Celle-ci s'appelait Noël tous les jours, parce qu'à Noël on mange du chocolat, on mange des amandes, on mange de l'orange. Ce sont les fruits qui accompagnent les repas de Noël, sauf que Noël tous les jours on n'en vendait qu'à Noël, alors que la recette est superbe. Il faut savoir qu'on utilise des vraies oranges que je vais acheter à la Biocoop locale, qu'on broie entièrement. On garde tout le fruit, c'est-à-dire la peau, le zeste et l'intérieur, pour faire la recette qui est vraiment délicieuse. Donc Noël tous les jours, c'est un très bon produit, mais qui était trop saisonnier, alors qu'il peut se consommer tout le temps. Cette recette framboise est originale, puisque il y a la noix d'Amazonie et du baobab, donc on est dans le domaine du superfood. Le fruit du baobab est un fruit qui est riche en magnésium et en potassium. Ensuite, deuxième famille, c'est ce que j'appelle les notes chaudes. Les notes chaudes, on est dans la gourmandise à état pur, avec soit du cacao cru, de la fève de cacao cru ici, de la vanille ici, de la noix de coco. Voilà les 3 ingrédients, noix de coco, cacao, qui font le fil rouge de cette gamme-là. On a ici les 2 meilleures références de la gamme, qui sont référencées quasiment partout et qui se vendent très bien. Voilà, note chaude. Et ensuite, on a les originales, dernière famille, les originales avec des goûts surprenants.
Donc là, on a un produit à base de gingembre frais. Encore une fois, c'est du gingembre que nous achetons à la Biocoop locale et qu'on met entier dans la recette. Donc, c'est pas de la poudre de gingembre qui aurait un goût moyen. Là, on est sur un goût très affirmé de gingembre, parce que le gingembre frais explose réellement en bouche. On a ici une recette encore originale. Particularité, elle est verte. Elle est verte parce qu'elle contient la spiruline. Encore une fois, un autre superfood. Donc, c'est une micro-algue d'eau douce riche en protéines. La recette est vraiment très originale. Elle contient l'ananas, de la noix de coco, de la spiruline. Et on sent vraiment tous les goûts, un peu moins la spiruline, parce que c'est pas vraiment agréable au goût. On est ici sur le pain d'épices, la note pain d'épices, avec un produit qui contient de la cannelle, de la muscade, mais également d'autres épices, genre badiane, anis, également, et qui donne une note savoureuse, en plus de l'amande. Et là, on est sur un produit très simple, pâte de date, noix et lucuma. Donc le lucuma qui est, pour ceux qui ne connaissent pas... Lucuma, c'est un fruit qui vient d'Amérique et qui est également riche en minéraux que je ne connais plus. Et la spiruline, donc, qui est aujourd'hui assez connue, une algue. Alors là, c'est le micro de tous les superfoods, c'est celui qui est super à la mode. Aujourd'hui, la spiruline, une microalgue très prisée des sportifs, cultivée en eau douce et riche en protéines. Là, on est sur une recette originale dans les autres choses. Je ne vais pas évoquer le chanvre. C'est la graine de chanvre. La graine de chanvre, c'est un goût très doux, un peu noisette, mais c'est une graine très riche en protéines. Et c'est du chanvre français. La pâte de date, je l'achète à un grossiste, elle vient de Tunisie aujourd'hui. Bien sûr, noix de coco, vanille et tout ce qui est cacao vient de très loin. Aujourd'hui, en ingrédients purement français, c'est le chanvre et c'est la noix du Périgord également. Maintenant, en termes d'approvisionnement, je m'approvisionne auprès de grossistes français qui, eux, importent de par le monde. Et à part le gingembre et l'orange que je vais acheter à la Biocoop du coin. Bien sûr, certains produits, on n'a pas trop le choix. Oui, voilà. Forcément. Mais quand on peut faire acheter au pro. Alors, l'idée, dans un deuxième temps, serait de faire une barre 100% française, avec des fruits français, une transformation faite en France, et autres, avec donc une gamme spécifique. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, parce qu'on est confronté à la cherté des ingrédients en France. Donc il faut trouver à la fois des bons produits, en mêlant certains qui sont pas trop onéreux à d'autres un peu plus nobles, qui seraient français, sur lesquels on puisse vraiment mettre un label Made in France, fait en France, sourcé en France. C'est quelque chose qui est important à mes yeux. Très bien, merci pour cette présentation. Avec plaisir, et donc Gourmise est à votre disposition et vous pouvez en savoir un peu plus sur www.gourmise.bio, mais également sur le site de Solange. Voilà, solangecrudivore.fr. Merci pour ces bonnes gourmandises. Au revoir. Au revoir tout le monde. Je suis apprêtée pour aller visiter la production de Gourmise. Nous suivons notre guide, Olivier Nouvelle. C'est parti. Bonjour à tous, Olivier, je suis le propriétaire de la société Gourmise, installée à Montrabé, dans la banlieue de Toulouse. Nous allons visiter l'atelier, allons-y. Voilà, nous sommes dans un atelier de 200 mètres carrés environ, dont nous sommes locataires. Un atelier tout simple, et vous verrez que faire des barres Gourmise, c'est finalement assez simple, 3 machines essentiellement stratégiques pour créer les barres. Et ensuite, eh bien, c'est la matière grise pour créer les recettes, pour les fiabiliser et ensuite pour contrôler la qualité. Allons-y. Très bien. Alors comme toute entreprise, ça commence par un côté peu glamour, qui est le quai de déchargement-chargement avec une porte sectionnelle. C'est ici qu'arrivent les ingrédients sur palette ou en sac, et que c'est d'ici que partent les produits finis.
Alors, le premier endroit stratégique, c'est la chambre froide. Dans cette chambre froide, il y a deux zones. Une zone pour les ingrédients, ici. Et une zone pour les produits finis, qui sont prêts à partir. Alors, pourquoi une chambre froide ? Eh bien, tout d'abord, c'est un atelier qui n'est pas à la base conçu pour l'agroalimentaire, donc il y fait froid l'hiver, mais très chaud l'été. Donc pour que les ingrédients se conservent le mieux possible, il vaut mieux les mettre au frigo, sachant qu'il y a un ingrédient qui est sensible, qui est la pâte de date, qui est l'ingrédient vraiment stratégique pour l'entreprise, puisque c'est celui qui compose la majorité de nos bars et en plus grande quantité, et la pâte de date doit être conservée au frais. Ensuite, nous avons des ingrédients nobles. Ils sont tous biologiques, crus ou raw, avec quelques pépites. Exemple, la vanille. La vanille, plus de 500 € le kilo. C'est de la vanille en gousse, biologique, de Madagascar. Donc on a une valeur de stock assez importante. Et la vanille elle seule, que j'achète par 1 kg à la fois, bon, est un ingrédient noble, mais très onéreux. Ça donne envie quand on voit tout ça là. Oui, oui. Alors ici c'est pour une sortie normale, c'est vous avez un stock qui peut partir en 2 semaines. D'accord. La deuxième raison de la chambre froide, c'est que les produits finis se conservent mieux au froid. Il faut savoir que quand il fait chaud l'été, il y a aussi des insectes. Donc pour éviter les attaques d'insectes et pour que le produit se conserve le mieux, être au frigo, ça les endort un peu, ça ralentit l'évolution du produit et ça les protège entièrement. Une fois qu'on a les ingrédients, quand on attaque une recette, eh bien, on commence à faire la pesée. Suivez-moi. Ici nous sommes dans la zone de préparation des recettes, où on pèse les ingrédients sur la balance, on les mélange. Et c'est en pleine activité quand on prépare une recette. Généralement, on prépare une recette, on la mélange et on passe l'après-midi ou le lendemain sur la machine à former les barres. Donc cet appareil s'appelle un cutter en anglais ou un robot mixeur. C'est un robot coupe ménager mais de plus grande taille. On y fait des mêlées de 10 à 12 kg environ en mélangeant les ingrédients. Ça fait combien de barres du coup? Alors, un cutter, c'est 250 barres. Alors, on dirige maintenant vers la machine miracle qui est arrivée dans l'entreprise il y a 2 ans. C'est une rotative à cylindre qui permet de former rapidement les barres. Nous avons 2 opérateurs, une personne qui remplit par le haut de la pâte qui a été faite dans le cutter, et vous pouvez venir voir. La machine nourrit un cylindre rotatif qu'on peut voir à travers la grille, ici, un cylindre rotatif qui forme les barres et qui dépose les barres sur un tapis. Voilà, et un deuxième opérateur, une opératrice en l'occurrence également, dépose les barres sur des clés métalliques. Alors cet appareil est récent, il y a environ 1 barre toutes les secondes, et qui a amené réellement de l'efficacité, du volume, de la productivité, puisqu'auparavant, avant cette machine, eh bien, les opérateurs déposaient une boule de pâte sur un gabarit en téflon et le passaient sous une presse à 300 barres, ici, et ensuite les barres étaient découpées au couteau fromager. D'accord. Donc la régularité des barres n'y était pas et la vitesse était très lente. Et du coup, cette machine, vous l'utilisez plus? Alors on utilise ceci quand on fait des essais R&D, parce que quand on fait des essais, on fait des petites quantités, donc on peut se servir soit d'un mini robot coupe ménager et on forme les barres sur cet appareil également pour aplatir la pâte. D'accord. Une fois les barres formées
Bien, on les met dans le troisième appareil stratégique, c'est un déshydrateur grand king size, qui est arrivé également il y a 2 ans. Vous voulez bien vous mettre à côté pour qu'on voit là un peu la taille? Il faut savoir que vous êtes déjà très grand. Voilà. Le chariot peut contenir 5000 bars. Waouh. Si on le remplit à fond. 5000 bars. Et la déshydratation consiste à enlever une grande partie de ce qu'on appelle l'eau libre. Donc c'est-à-dire l'eau qui n'est pas dans les molécules, l'eau qui est mélangée, relie les ingrédients, les molécules entre elles, mais qui peut s'évaporer. Soit par le phénomène de cuisson dans un four, soit par le phénomène de déshydratation lente, ce qui est notre cas ici. Donc vous déshydratez à quelle température, hein? On déshydrate à 42 degrés sur une durée d'environ 20 heures. Ça dépend des recettes, mais on va de 16 à 24 heures. D'accord. Auparavant, quand vous étiez venu, le déshydrateur précédent, c'était celui-là, là-bas au fond, dont on se sert encore pour des essais recherche et développement, mais qui est de beaucoup plus petite capacité. D'accord. Maintenant, par rapport à un déshydrateur ménager à domicile, il était déjà beaucoup plus grand. Les déshydrateurs Excalibur de petite taille sont ménagers, sont minuscules. Là, on est déjà dans quelque chose de très puissant, très énergivore, mais qui permet de traiter de 5000 bars. Nous, aujourd'hui, on est sur, quand on fait une recette, on est entre 1500 bars et 2500 bars. D'accord. Voilà. Une fois la déshydratation finie, donc généralement on lance dans l'après-midi et on revient le lendemain. Donc soit c'est fini quand c'est une déshydratation courte, ou alors on attend midi et on les emballe sur ce qu'on appelle une machine Flopack. Alors Flopack c'est presque une marque comme Frigidaire. Le Flopack c'est le système qui désigne, ici, la façon d'emballer un produit par un film qui se déroule. On met les barres ici. Le film se déroule, enveloppe la barre et est soudé en 3 points. Il est soudé aux extrémités et également longitudinalement. Donc vous les mettez ici et après elles sortent de l'autre côté. Voilà, là, et elles tombent dans les bannettes. Elles tombent dans les bannettes. Un exemple de produit qui sort de la Flopack, donc soudure 3 points, 1, 2 et 3 longitudinalement. Voilà, ensuite, bon, une fois que le produit est sorti, bon, on ne peut pas le vendre. Il faut déposer une étiquette. Donc, on a une machine ici qui dépose les étiquettes, recto et verso en même temps, avec 2 dérouleurs, en bas et en haut, 2 dérouleurs. On pose l'étui comme ceci, le convoyeur l'amène en bas et la dépose de l'étiquette se fait à cet endroit-là. Vous avez la dépose d'une étiquette ici, comme ça. Et les barres étiquetées tombent dans une autre manette. Alors, on utilise soit cette machine, soit, selon la capacité de l'entreprise ou son volume d'activité, on confie l'étiquetage à des CAT, Centres d'aide par le travail, ce qui donne une dimension sociale à l'entreprise, à des foyers donc, qui accueillent des personnes handicapées et qui sont tout contents finalement de travailler sur des choses variées, changer leur quotidien, puis des choses vivantes. Et chaque fois qu'ils viennent nous voir, ils sont toujours très contents d'emmener des barres pour les étiqueter, sachant que souvent ils sont confinés à des tâches très répétitives, de visser une vis dans un boulon, ce qui est moins intéressant, pas gratifiant, et on ne voit pas le résultat final. Tandis que nous, ils prennent le produit, ils nous livrent le résultat final qui se trouve être ici le présentoir. Et nous avons ici un présentoir de 20 barres prêt à l'expédition. La machine étiquetée, vous l'avez depuis combien de temps? 2 ans, C'est en aussi... même temps que le déshydrateur et la machine à former les barres. Vous voyez les logos de région Occitanie, puisqu'ils ont donné des subventions
Donc il est nécessaire de leur rendre hommage et de les remercier de leur soutien à l'entreprise Gourmise. Merci la région Occitanie. Voilà. Et une fois la mise en présentoir finie, soit par nous-mêmes, soit par les CAT, on remet les présentoirs au frigo, en attente d'expédition. Donc expédition, il y a deux grands cas de figure. Soit c'est un magasin qui commande, le Franco est à 4 présentoirs, donc relativement faible, ce qui permet à tous les magasins d'acheter des petites quantités et de ne pas trop se stocker. On l'envoie par messagerie rapide dans un petit colis. Et pour les gros clients qui sont sur plateforme, entrepôt, donc les grosses enseignes bio, eh bien, on envoie des demi-palettes ou des palettes complètes que nous confectionnons lorsqu'une expédition est nécessaire. Donc vous voyez au fond des palettes que nous préparons, filmons en attente du transporteur qui vient les chercher. Très bien. Voilà, nous avons visité en 5 à 10 minutes la société Gourmise. Je vous remercie de votre écoute. Encore merci.